Game of Thrones, comme la série de livres qui l'a inspiré, est une série qui présente aux fans un monde doté de sa propre histoire, de sa propre culture et, surtout, de ses propres mystères. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Plusieurs fils conducteurs de l'intrigue ont conduit les fans à élaborer des théories complexes sur l'issue du voyage de certains personnages ou sur des interprétations possibles de l'histoire pour mieux comprendre son dénouement. L'une de ces théories offre une nouvelle interprétation de la corruption omniprésente au sein des grandes maisons de Westeros ainsi que de son lien direct avec la menace des marcheurs blancs. Loin d'être une théorie du complot reliant les actions des maisons à leur lien avec le surnaturel, ces théories adoptent une perspective religieuse concrète pour mieux comprendre comment chacune d'elles a pu, sans le savoir, contribuer à sa propre destruction. Si cette théorie ne résume probablement pas parfaitement les intentions de George W.R. Martin, le raisonnement qui la sous-tend est tout à fait fascinant. Elle repose sur un raisonnement solide qui permet de jeter un nouveau regard sur les décisions prises par des familles comme les Lannister et les Stark. Elle mérite donc d'être défendue auprès d'un public sceptique. La première étape pour comprendre cette théorie consiste à connaître les 7 péchés capitaux bibliques. La plupart des gens les connaissent sous les noms d'orgueil, luxure, avidité, paresse, gourmandise, colère et envie. En appliquant un de ces péchés à chacune des grandes maisons de Westeros, leurs comportements et actions tout au long de l'histoire deviennent plus faciles à interpréter et à expliquer leur chute. Les Stark, bien que aimés par beaucoup et considérés comme les principaux protagonistes de Game of Thrones, ne sont pas exempts de péchés. Leur fierté est liée à la façon dont leur obstination leur a souvent causé plus de problèmes qu'elle n'a apporté de solutions. Ils croient en l'honneur et la loyauté, mais dans un monde aussi traite que Westeros, de telles croyances n'ont de valeur que si l'ennemi en fait autant. S'ils ne le font pas, alors, ce qui est arrivé à tous les enfants Stark dans les années qui ont suivi la mort de Ned prouve amplement combien il est coûteux d'être honorable dans un monde déshonorant. Les Stark ne sont pas les seuls à être désignés par ces attributions. D'autres grandes familles, comme les Lannister et les Targaryens, se sont également vus confier de tels rôles. Dans le cas des Lannister, ils ont, comme on pouvait s'y attendre, été victimes du péché de luxure. Si ce phénomène concerne principalement la relation incestueuse entre Cersei et son frère jumeau, Jaime, il peut également s'appliquer à la soif de pouvoir fréquente des Lannister, souvent sans se soucier des dommages que leurs actes peuvent causer à leur entourage et des risques de vengeance qui pourraient survenir à un moment ou à un autre. La famille Targaryen, quant à elle, incarne le péché d'envie. Il s'agit probablement d'un phénomène récent pour elle suite à son éviction de Westeros lors de la rébellion de Robert. L'envie qu'elle ressente envers ceux qui détiennent le trône de fer est facilement perceptible chez Viserys et plus tard chez Daenerys, ce qui illustre comment le désir de pouvoir peut détruire le bien qui sommeille en nous. Le seul point sur lequel cette théorie échoue quelque peu est l'application de la paresse à la maison Frey. Ce n'est pas que la maison Frey ne soit pas paresseuse, elle est même très paresseuse et ne fournit que le strict minimum pour accomplir une tâche, s'en remettant davantage aux autres pour le sale boulot. Le principal problème de la paresse de la maison Frey est qu'elle n'est pas une grande maison. Elle est certes puissante, mais finalement pas grande, malgré l'ambition de son seigneur. Autrement dit, les Frey incarnent parfaitement l'idée de paresse et d'incompétence. Leur manque d'ambition est mis en évidence lorsque Jaime Lannister introduit une armée dans le camp de siège des Frey et constate le mauvais état de l'ensemble de l'opération. Inutile de préciser que les Frey étaient détestés à juste titre et leur refus de participer aux travaux pénibles les rend si méprisables. L'idée que chacune des grandes maisons soit directement liée à un péché capital explique les problèmes de Westeros. Si c'était vrai, le pays serait alors un véritable désastre. Si les principaux dirigeants de la nation étaient entièrement gouvernés par un péché unique qui les pousse à répéter sans cesse les mêmes comportements odieux, la corruption finirait par s'installer. Rien ne serait trop loin pour personne, et cela s'était déjà manifesté au début de la guerre des 5 rois. Des dirigeants corrompus engendrent un pays corrompu, et la dépravation de Westeros pouvait être déchirante et effroyable selon les circonstances, mais elle était finalement la conséquence de ces méchants emblématiques. Cela rejoint la question des marcheurs blancs. Si la série les a présentés comme le résultat de la transformation d'hommes normaux par les enfants de la forêt pour les transformer en armes contre les leurs, cela contredit en réalité les propos de George W.R. Martin lui-même à propos des marcheurs blancs. George W.R. Martin a refusé de préciser si les enfants avaient effectivement créé les marcheurs blancs, plus souvent appelés les autres, dans les livres. Les marcheurs blancs, une force dévastatrice, menaçait d'anéantir toute vie à Westeros. L'arrivée des marcheurs blancs fut à l'origine lors de l'alliance entre les enfants de la forêt et les premiers hommes. Lorsque les premiers hommes commencèrent à abattre les forêts à leur arrivée, les enfants de la forêt furent contraints à un conflit acharné pour protéger leurs terres sacrées. Les guerres qui suivirent furent féroces durant 2000 ans, au cours desquels les deux camps subirent d'immenses pertes. Les enfants utilisèrent leur pouvoir magique, inondèrent le Neck et détruisirent le bras de Dorne pour ralentir l'avancée des premiers hommes. Après des années de violence, les deux races finirent par conclure une trêve, connue sous le nom de pacte sur
l'île-aux-Faces. Cet accord autorise les premiers hommes à habiter les terres ouvertes tout en laissant les forêts aux enfants. Donc, les marcheurs blancs ont débarqué au moment où les premiers hommes ont eu l'accord de rester sur Westeros, et les enfants de la forêt, à ce moment, n'étaient que l'ombre de ce qu'ils étaient avant le conflit. Les marcheurs blancs ne sont ni bons ni mauvais, ils sont, tout simplement, Martin les compare plutôt à une force de la nature. Un blizzard n'est pas mauvais, même s'il peut tuer quelqu'un, c'est simplement une force de la nature. C'est ce que sont le roi de la nuit et les marcheurs blancs, une force de la nature agissant simplement selon leur but ultime. Ce qui nous amène à la véritable cause de l'invasion des marcheurs blancs. S'inspirant une fois de plus de la religion, la théorie spécule que, tout comme Dieu a envoyé le déluge pour punir l'humanité, les marcheurs blancs eux-mêmes fonctionnent de manière similaire. Cette théorie postule qu'ils sont les créations des anciens dieux de Westeros qui ont créé les marcheurs blancs pour punir l'humanité de ses nombreux péchés. Les marcheurs blancs effaceraient les péchés de l'humanité en les éliminant complètement. Cela conforte l'idée que les marcheurs blancs sont davantage une conséquence des actions de l'humanité qu'autre chose, et revient néanmoins à l'idée qu'ils ont été créés en réponse aux humains plutôt qu'en tant que force maléfique innée. Si la théorie elle-même est fascinante et peut même apporter un éclairage supplémentaire sur les personnages et les monstres de la série, elle ne concorde pas totalement avec les idées fondamentales qui ont présidé à sa création. Le conflit entre les Stark et les Lannister s'inspire à l'origine de la guerre des Deux Roses, une dispute de plusieurs décennies pour le trône d'Angleterre entre les maisons de York et les Lancaster. Quant aux marcheurs blancs, George W. Martin les a toujours comparés au changement climatique. Ils étaient la conséquence d'un monde en mutation, ce qui implique que les humains ont quelque chose à voir avec leur apparition originelle, ainsi qu'avec leur retour. Cette théorie rejoint donc l'idée que les marcheurs blancs sont une punition pour l'humanité. La différence réside dans le fait que les marcheurs blancs ont été créés dans un but précis. Alors que la série et les livres interprètent ces créatures comme terrifiantes, elles agissent simplement selon leur nature, sans plus de malice qu'un ouragan. C'est peut-être destructeur, mais les dommages causés sont mal compris. L'idée que les grandes maisons soient liées aux péchés capitaux n'est pas sans faille. Par exemple, la maison Martell est assimilée à la gourmandise. Si Oberyn en était peut-être un exemple, ses appétits étaient loin d'être affamés. Les nombreuses liaisons d'Oberyn étaient considérées comme typiques d'un Dornien et la perception des enfants illégitimes par Dorne était moins cruelle. Cela les fait davantage apparaître comme une vertu que comme un péché. Les autres péchés attribués aux grandes maisons sont en réalité tout à fait exacts. Personne dans l'histoire n'était irréprochable et tous avaient des défauts motivés par les émotions profondes qui les inspiraient. Ne pas les surmonter a conduit à de nombreux personnages à leur perte, qu'ils le méritaient ou non. J'aime beaucoup cette théorie, ça change complètement les marcheurs blancs. Complètement, mais alors vraiment complètement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous de marcheurs blancs tout givrés. Bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.